France Info. France Info. Très bon réveil sur France Info, à suivre après le journal en direct du monde. Nous sommes ce matin à Hong Kong où des dizaines de milliers de manifestants ont passé la nuit dans la rue. On vous expliquera pourquoi avec notre correspondante sur place. Et puis être à la fois étudiant et chef d'entreprise, c'est désormais possible. Notre spécialiste éducation nous détaille tout ça dans un quart d'heure. Bienvenue sur France Info, il est 5h30. Un nouveau journal avec Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexis, bonjour à tous. La grève se termine à Air France, mais pas la galère pour les clients. Le retour à la normale sera progressif sur fond de division syndicale, pas avant mercredi. Au Sénat, la fin de la parenthèse de gauche, la Haute Assemblée rebascule à droite. Il y aura pour la première fois 2 sénateurs Front National, avec des surprises notamment dans les Bouches-du-Rhône. Détail à Marseille dans le journal. La coalition internationale réunie autour des États-Unis a lancé de nouvelles frappes cette nuit en Syrie contre les terroristes du mouvement Daesh. Le football est de 6 pour l'OM, 6 victoires en 8 journées dans la Ligue 1. L'OM qui a battu Saint-Etienne 2-1 au Vélodrome et qui conforte sa place de leader. La météo, c'est le retour de la pluie et des orages. L'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange ce matin. Température en légère baisse. Prévision complète dans 10 minutes. France Info. Chez Air France, la grève se termine, mais pas la galère pour les passagers. Pour aujourd'hui, la direction prévoit d'assurer 60% des vols. Les passagers devront patienter jusqu'à demain pour un début de retour à la normale. Le principal syndicat de pilotes d'Air France, le SNPL, a mis fin hier à une grève historique de 14 jours. Mais la reprise du travail va se dérouler dans un climat tendu. Un autre syndicat, le SPAF, maintenant son préavis qui court jusqu'à demain. Les pilotes grévistes ont obtenu l'abandon du projet de développement de la filiale à bas coût Transavia Europe. En revanche, ils n'ont pas eu gain de cause sur le contrat unique qu'ils réclament pour les pilotes Air France et pour ceux de Transavia France. Après 2 longues semaines de grève, le conflit va en tout cas laisser des traces au sein de l'entreprise. Ronald Noireau, représentant CFE-CGC chez Air France. Ça va laisser d'énormes traces. Clairement, on est en train d'assister à un divorce entre les pilotes et le reste de l'entreprise. Quand on touche en moyenne 16 000 euros par mois, qu'on est pratiquement sûr de toujours avoir du travail et qu'on se comporte comme un enfant gâté qui est en train de casser le jouet qui le fait vivre, les personnels, eux, n'ont pas du tout les mêmes rémunérations. Les personnels ne sont pas du tout sûrs, si l'entreprise devait fermer, de pouvoir retrouver du travail. Et là, clairement, aujourd'hui, on a une réaction épidermique de tous les personnels. Ronald Noireau, qui représente la CFE-CGC chez Air France. La grève a coûté 15 à 20 millions d'euros par jour, soit au moins 300 millions au total, sans compter les dédommagements des passagers et des voyagistes qui vont encore faire grimper cette facture de 300 millions d'euros. Des économies renforcées à la Sécu. Les branches maladie et famille seront mises à contribution dans le budget 2015, présenté aujourd'hui pour combler un déficit plus important que prévu cette année. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a annoncé hier que le déficit du régime général pour 2014 va s'établir à 11 milliards 700 millions au lieu de passer en dessous de la barre des 10 milliards comme prévu initialement. On en vient, Jean-Christophe, à cette actualité politique très chargée ce matin puisque le Sénat repasse à droite. Pas de vague bleue, mais la droite retrouve une confortable majorité. Un scrutin marqué aussi par l'élection pour la première fois de 2 sénateurs du Front National. Le Sénat a été renouvelé par moitié hier. Pour la gauche, c'est la 3e défaite électorale depuis le début de l'année, après les municipales et les européennes. La droite républicaine pourra compter au Sénat sur une majorité d'une 15aine de sièges. Parmi les faits marquants, la gauche a perdu dans le fief corrézien de François Hollande et c'est un ami personnel du chef de l'État qui est battu, Bernard Combes, maire de Tulle. Autre symbole, les ex-ministres Anne-Marie Escoffier et Thierry Repentin, balayés dans l'Aveyron et la Savoie, tout comme une figure du Sénat, Jean-Michel Baillet, président des Radicaux de gauche dans le Tarn-et-Garonne. Parmi les nouveaux sénateurs, le député UMP François Barouin qui passe de l'Assemblée au Sénat. Dans les Bouches-du-Rhône, le scrutin a été marqué par 2 surprises. L'élection d'un des 2 sénateurs Front National, mais aussi par les 3 sièges remportés par l'ex-socialiste Jean-Noël Guérini, qui devance largement la liste socialiste. Un succès avec des airs de revanche. Philippe Bocara. Un sourire radieux, le ton revanchard, Jean-Noël Guérini ne s'est pas privé d'annoncer très tôt sa victoire. Beaucoup de ses opposants ne lui donnaient qu'un seul siège, 2 selon le maire de Marseille. Et JNG, comme on l'appelle ici, a déjoué tous les pronostics. Président du puissant Conseil général des Bouches-du-Rhône depuis 16 ans, certains de ses opposants affirment qu'il a utilisé à tour de bras le chéquier du département, cela pour convaincre de nombreux maires et élus des 119 communes des Bouches-du-Rhône de voter pour lui. Jean-Noël Guérini se sent donc poussé des ailes, il a
a annoncé hier la création de son propre parti politique, ni de droite ni de gauche, dit-il, un parti pour les Bouches-du-Rhône. Jean-Noël Guérini prend donc sa revanche sur le PS, son ancien parti. Il rappelle haut et fort sa démission avant son exclusion, un parti aujourd'hui très affaibli dans les Bouches-du-Rhône après sa défaite au municipal. Un parti qui va suivre de très près les déboires judiciaires de JNG. Il est mis en examen notamment pour association de malfaiteurs. Prochain rendez-vous avec la justice le 13 octobre, cette fois-ci pour détournement de fonds publics. Marseille, Philippe Bocara, France Info. Et il y aura donc 2 sénateurs Front National, c'est une première. Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône et David Racheline élu dans le Var. Le nouveau président de la Haute Assemblée, qui sera élu mercredi pour succéder au socialiste Jean-Pierre Bel, sortira des rangs de l'UMP, une élection qui devrait se jouer entre Gérard Larcher, qui a déjà occupé la fonction de 2008 à 2011, et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Et on reviendra justement sur les résultats de ces sénatoriales avec le président sortant Jean-Pierre Bel. Il sera l'invité de France Info ce matin à 8h moins le quart. France Info. 5h35, il était séropositif, il le savait et il a volontairement contaminé ses partenaires. Son procès s'ouvre aujourd'hui devant les assises à Aix-en-Provence. Cet homme comparaît pour avoir volontairement exposé 6 de ses partenaires au virus du sida. Un récidiviste, il a déjà été condamné pour des faits identiques en 2005 par la cour d'appel de Colmar et c'est donc en état de récidive qu'il est jugé. Jean-Philippe Degnaud. C'est sur Internet que Stéphanie découvre un jour que son compagnon lui a menti, qu'il est séropositif et qu'il a déjà été condamné pour avoir contaminé ses anciennes partenaires. Ça m'a fait un choc. Quand je l'ai appris, j'avais l'impression que, en gros, en étant amoureuse, que le monde, en fait, il s'effondrait autour de moi, quoi. Donc, je comprenais plus rien à ce qui m'arrivait, quoi. La plainte de Stéphanie permettra d'identifier 5 autres femmes que Christophe Morat a tenues dans l'ignorance de sa maladie. L'une d'entre elles sera d'ailleurs contaminée. Au procès, la défense va poser la question de la co-responsabilité puisque ces femmes avaient accepté des rapports non protégés. Un argument que rejette leur avocat Éric Morin. On est en face de quelqu'un qui va escroquer les sentiments amoureux, escroquer le corps de l'autre par la maladie qu'il va transmettre. Vous abaissez les barrières parce que vous êtes amoureux, parce que vous aimez, parce que vous avez confiance. Donc il n'y a pas de co-responsabilité dans ce cadre-là. La défense de Christophe Morat va également plaider l'absence de préjudice pour les femmes qui n'ont finalement pas été contaminées. Mais pour Stéphanie, ce souvenir est toujours traumatisant. Il aurait quand même pu faire des précautions à ce moment-là, mais bon, on va dire qu'il était bête. Complètement bête. Maintenant, il en paye les conséquences, quoi. Et comme il comparaît en récidive, Christophe Morat risque cette fois-ci jusqu'à 30 années de réclusion. Jean-Philippe Degnaud, c'est un drame qui avait bouleversé la France il y a près de 3 ans au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Agnès Marin, une collégienne de 13 ans, avait été violée, tuée et brûlée par un lycéen de 17 ans. Il a été depuis condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en juin 2013, mais ses avocates avaient fait appel et un nouveau procès s'ouvre aujourd'hui devant les assises du Puy-de-Dôme à Riom. 5h37 sur France Info. La coalition internationale réunie autour des États-Unis a lancé de nouvelles frappes cette nuit contre les terroristes de Daesh. Pour la première fois, c'est un complexe gazier contrôlé par les djihadistes qui a été visé dans l'est de la Syrie. Hier, les frappes avaient visé des raffineries et un centre de commandement. Des frappes qui continuent aussi autour de la ville kurde stratégique de Kobané, au nord de la Syrie, tout près de la Turquie. Reportage de l'envoyé spécial de France Info à la frontière turque, Omar Waman. Un avion de la coalition survole le ciel de Kobané, puis frappe les positions des djihadistes. Des colonnes de fumée noire montent dans le ciel. À l'entrée de Bethé, l'un des derniers villages avant la Syrie, des jeunes militants kurdes arrêtent les voitures. Si vous continuez tout droit, vous tomberez sur les barbelés. Les combats ne sont pas loin, on les entend. La pluie battante n'empêche pas d'entendre les échanges de coups de feu, non loin de là. Ferrad, un habitant du village, veut montrer le mur de sa maison adossé à la frontière. Hier soir, un obus est tombé là, sur ce mur. C'est Daesh. Après la chute de plusieurs obus côté turc, le village s'est vidé, mais pas totalement. Meyane, une maman de 5 enfants. Les combats se rapprochent de jour en jour. La nuit, nous ne pouvons pas dormir, on ne mange plus, on ne fait plus rien. Nous vivons dans la peur. Des jeunes Kurdes venus de toute la Turquie ont franchi la frontière pour aller combattre les djihadistes, alors que d'autres, comme ici, sont postés dans différents villages aux portes de la Syrie, d'où ils crient « Le Kurdistan sera le tombeau de Daesh ».
dans le sud de la Turquie. Omar Ouaman, France Info. Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues, des affrontements avec les forces de l'ordre, des images très inhabituelles hier à Hong Kong, des manifestations pour réclamer de Pékin davantage de liberté politique. Le foot à 5h39 et Marseille qui continue sur sa lancée dans le championnat de France. L'OM a battu Saint-Etienne 2-1 et conforte sa place de leader de Ligue 1 avec une 6e victoire en 8 journées. Les Marseillais menaient déjà 2-0 à la demi-heure de jeu, 2 buts d'Imbula et Payet. Côté stéphanois, but de Brison à la 53e minute. L'entraîneur stéphanois Christophe Galtier, déçu que son équipe n'ait pas su saisir sa chance au stade Vélodrome. Le regret d'avoir joué une période, la deuxième, absent des débats à l'entame de match. Pourtant, on savait, on en avait parlé, on savait que quasiment 75% des buts marseillais étaient marqués dans les 20 premières minutes de chaque période, alors qu'on sait très bien que Marseille, cette année, dans ce début de saison, presse énormément, déclenche du harcèlement sur tout le terrain, et qu'il faut avoir à la fois une maîtrise technique, une clairvoyance, mais aussi de l'intelligence pour ne pas perdre ce ballon-là. Et après, tout devient difficile, on arrive à rester dans le match, tant bien que mal, je dis bien tant bien que mal. Et en deuxième période, c'est tout un autre visage que l'on montre, avec plus de tout, sauf d'occasion. L'entraîneur Christophe Galtier, l'entraîneur stéphanois après la défaite de Saint-Etienne 2-1 à Marseille. Grâce à cette victoire, l'OM a pris 2 points d'avance sur son dauphin Bordeaux et 4 sur Lille et 5 sur le PSG. Les autres résultats d'hier, Bordeaux a battu Rennes 2-1, match nul 0-0 entre Lens et Caen, 1 partout entre Nantes et Lyon. C'était le journal de Jean-Christophe Martin. France Info, 4h-6h, Alexis Morel. 6h-20, dans un instant, en direct du monde, ce matin à Hong Kong, où la nuit a été très très agitée. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylo-billes, stylo-plumes, rollers et porte-mines. Et ça se dégrade ce lundi. L'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault sont en vigilance orange. Jean-Michel Golinski de Météo France. Une dégradation orageuse va s'installer aujourd'hui sur une large moitié ouest du pays. Le tonnerre ne va d'ailleurs pas tarder à gronder sur toutes les régions de la façade atlantique et du golfe du Lion au premier contrefort du Cantal. En cours de journée, ce ciel lourd et orageux va progressivement gagner vers l'Auvergne, le centre, le bassin parisien et la frontière belge, avec des averses plus fortes entre le Languedoc, le Roussillon et le Massif central. Les régions de l'Est, qui verront arriver quelques ondées en fin d'après-midi et en soirée, seront en grande partie épargnées par les orages. Les températures en légère baisse, mais toujours au-dessus des normales, vont varier entre 20 et 26 degrés en général, avec 20 à 22 au nord de la Loire et en Rhône-Alpes, 24 à 26 degrés sur la Lorraine, l'Alsace, le sud-ouest et le pourtour méditerranéen. En direct du monde, il est 5h42 ici en France, midi moins 20 à Hong Kong, et la mégalopole asiatique est en ébullition.